J'ai le sentiment, par exemple, dans Bar à Bar, que les interviews des tailleurs de pierre sont un peu menées Ils ont fait comme légèrement le Grimaud pour... avec Jean-Pierre Adam. Ouais, alors, Poser les je sais mauvaises pas, questions, puis pris les réponses qu'il voulait. c'est le sentiment que j'ai. C'est le sentiment que j'ai. Voilà. J'ai aucun élément de vérification, évidemment, parce qu'il faut voir les roches, etc. Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'il a un peu pris ce qui l'intéressait, parce qu'il y a un certain nombre de réponses de tailleurs de pierre qui montrent que ces tailleurs de pierre ne connaissent pas bien, ils connaissent très bien leur métier, je suis sûr, c'est des très bons tailleurs de pierre, c'est pas ça la question. Je mange aussi ses paroles, j'ai vu son tableau au moins 15 fois. Mais je suis pas certain qu'ils connaissent, par exemple, ceux qui étaient sur Bar à Bar, les techniques de construction anciennes. Bien sûr. Et par exemple... Peut-être juste ça. Voilà, et comme ils connaissent pas Bar à Bar, est-ce qu'on leur a dit, par exemple, qu'à Bar à Bar, les Indiens maîtrisent l'acier trempé ? Parce qu'évidemment, creuser du granit avec de l'acier trempé, c'est pas la même chose que creuser du granit avec du cuivre, par exemple. Voilà. Et ce genre de choses... Voilà, ce genre de choses, bon, je pense que c'est intéressant de le dire aussi. Et le grand virage. Bah, le grand virage, je pense que je suis mal placé. Oui, je suis mal placé pour en parler parce que j'y ai participé. Donc, si vous voulez, c'est un peu, voilà. Plutôt que de vous dire ce que je pense du film lui-même, je vais dire d'abord, j'étais très content d'y participer. C'était au début où je débunkais, donc je n'avais pas encore tous les éléments que, enfin, je pense que je maîtrise un peu mieux le sujet maintenant que je le maîtrisais depuis des années. Quand vous avez dit ça, vous êtes sûr que ça fait pas longtemps? J'ai l'impression que ça fait une dizaine d'années que je vous vois sur YouTube, non? Non, ça fait. La première intervention que je fais sur YouTube, j'ai re-regardé récemment, c'est vraiment le débat avec Quentin Leplat. Ah ouais. Et donc ça, je crois que c'est 6 ans. Je crois que c'est 6 ans. Voilà. J'ai commencé un tout petit peu à participer à des chats. Je crois que c'est 2018-2019. C'est dans ces eaux-là. Mais la première fois où vraiment j'interviens, c'est ce débat avec Monsieur Quentin Leplat. Et sinon, je ne suis pas présent. Ah ouais. Alors, d'accord. Il me semblait que ça faisait plus longtemps que vous. Et la théorie, si j'en parle parce qu'il y en a 1 million, mais celle-ci, je sais pas pourquoi, elle m'a vraiment séduit. Je sais que c'est pas un égyptologue et tout, et c'est une personne que j'avais un ami sur Facebook que je respecte beaucoup parce qu'il était malade et il écrivait beaucoup de bouquins. Peut-être vous voyez déjà, Monsieur Philippe Lheureux. Alors Philippe Lheureux, en termes de théorie, elle tient pas la route, sa théorie. Mais arrêtez, j'y crois. Vous avez le droit d'y croire. Mais vous avez le droit d'y croire. Je l'aime, cette théorie. C'est pour ça. Non, c'est pas que j'y crois, c'est que je l'aime. Elle est bien faite. Tout est bien fait. Alors, elle est bien faite. Bon, même chose. Malheureusement, il est décédé. Et je suis désolé pour lui parce que c'est sa famille, parce que c'est pas du tout évidemment le sujet ou la chose, mais le problème qu'elle a, d'abord, moi j'ai eu l'occasion de parler un tout petit peu sur internet avec Philippe Lheureux, moi j'ai trouvé ultra agressif. Il était tout de suite très agressif. Quand on lui disait... Voilà. Et le gros problème, si vous voulez, c'est que moi je lui ai posé des questions très simples, qui sont comment on fait monter l'eau, comment on rend étanche le calcaire, parce que le calcaire c'est pas super étanche, enfin, je veux dire... surtout de la manière dont la pyramide est construite. Et puis, très bien, vous dites que vous ouvrez une deuxième salle, mais pourquoi on fait une deuxième salle, quoi? Je veux dire, où sont les sorties de couloir? Et les réponses d'Indiana Jones, la chambre secrète du trésor. Voilà, c'est la fameuse chambre secrète du trésor. Donc, je trouvais que sa théorie était vraiment pas très solide. Moi, ce que je regrette encore une fois, c'est ça, c'est que si vous voulez, on peut émettre une théorie, on peut émettre toute hypothèse, c'est pas un problème d'émettre une hypothèse. Nous, on en fait tout, enfin, en histoire, en archéo, on émet des hypothèses et puis on les valide ou on les valide pas. Mais quand on discute avec des gens qui sont pas d'accord avec vous, et encore une fois, en histoire, en archéo, enfin en science en général, ça arrive tout le temps. On écoute ce que dit l'autre. Si on a des arguments plus forts, on les donne, mais on va pas venir l'agresser en disant mais non, moi j'ai raison et toi t'as tort parce que t'as pas étudié mon truc. Donc ça c'est un peu dommage. Et j'avais un peu ce sentiment avec Monsieur Lheureux, c'est qu'il avait cette tendance à être sanguin, on va dire comme ça. D'accord. Alors moi j'ai échangé 2 minutes avec lui, je le trouvais très sympathique, peut-être qu'il voulait sûrement me vendre son livre. Mais par contre, c'est le point que je trouvais un peu... C'est qu'à
ailleurs. Je veux dire, s'il y aurait eu ça ici, ils auraient fait des tests de pompes ailleurs, sur d'autres pyramides, sur d'autres dessins. Moi, c'était le côté toujours des mécanismes extraordinaires sortis de nulle part. Il y a des apprentissages pour faire tout ça, ce genre de mécanisme. Et je trouvais sa théorie qui sortait un peu de nulle part pour ce côté-là, mais je la trouvais vraiment, elle m'a séduit. J'ai aimé cette théorie. Oui, effectivement, parce que les Égyptiens maîtrisent l'eau, hein, c'est pas un problème, mais ils n'ont pas la maîtrise, par exemple, technique des pompes ou des siphons qu'ont les Romains 2000 ans plus tard. Donc moi, ça me paraissait vraiment pas très solide son truc. Et encore une fois, je discutais avec des gens qui ont des hypothèses qui sont différentes, même farfelues. C'est toujours intéressant. Parce que nous, ça nous oblige à nous interroger sur pourquoi on sait et comment on sait. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait, par exemple, de comment est construite la pyramide ? Ben, on sait parce qu'on a des éléments. Mais là, quand quelqu'un me dit, vous savez, ils ont utilisé un banc de charge, n'importe quoi, je me dis, mais comment moi je sais que c'est pas un banc de charge qu'ils ont utilisé ? Et ça m'oblige à revenir sur ce truc-là. Donc c'est toujours intéressant. Et moi, vraiment, je suis pour le respect de la discussion et d'échanger. Enfin, je veux dire, ça apporte aussi d'avoir des théories différentes. C'est la parole pour ça, ils m'ont sauvé. Oui, tout à fait. Le langage est là pour ça. Justement, c'était une de mes questions un peu plus haut. Il y a une théorie comme ça qui vous séduit, même si vous savez, que vous trouvez peut-être possible, ou même si on n'a pas les preuves. Est-ce qu'il y a une théorie chez vous que... Dans tous ces films que vous avez vus, comme La Lentille, par exemple. Non, alors La Lentille, ça fonctionne vraiment pas. Non, il y en a pas vraiment. Il y en a pas vraiment qui me séduisent. Disons que ce qui m'a intéressé parfois, c'est de voir des structures ou des objets que je connaissais pas ou mal. Il y a certaines structures que je connais très très bien parce que j'y étais, parce que j'ai eu la chance de les travailler. Et par exemple, les grottes de Barabar, je les connaissais pas avant que M. Couillard en parle. Donc j'étais content de savoir que ça existait. Voilà, et ça fait je devais y aller à un moment puis le Covid est arrivé, mais j'y retournerai. Mais voilà. Mais sinon, il n'y a pas de théorie qui me séduise. Pour une raison simple, c'est que la plupart de ces théories, elles partent de l'idée d'une super technologie ou d'une civilisation avancée, et que moi, ce que j'aime en tant qu'historien, c'est de savoir que c'est les gens de cette époque-là qui l'ont fait. Et qui l'ont fait parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils ont développé une intelligence, une organisation, une administration pour faire ça. Enfin, le chantier des pyramides, c'est pas que entasser des pierres, c'est organisé, il faut nourrir les gens, il faut apporter des pierres, il faut les soigner quand il faut les remplacer quand il faut. C'est tout montré dans le résultat, je trouve. Absolument. La grandeur est montrée dans le résultat, justement. Tu ne peux pas faire ça sans infrastructure énorme, sans prendre soin du peuple, sans avoir une sol carré, c'est obligé, quoi. Le résultat du travail. Justement, par rapport, moi, je vais parler de Barabar. Pour vous, qu'est-ce que c'est On dit que c'est le roi Ashoka, c'est bien cela? Oui. La pluie, les inondations. Alors, les inondations, quelles sont les sources qu'on a sur Barabar? Voilà, les sources, alors, l'hypothèse aujourd'hui la plus solide, jusqu'à preuve du contraire, mais l'hypothèse la plus solide, c'est qu'effectivement, le roi Ashoka, donc est un roi important du IIIe siècle avant notre ère, qui dirige l'Empire Maurya, va aider énormément toutes les congrégations religieuses de son époque. On sait qu'il le fait pour d'autres. On sait par exemple qu'il va il va soutenir le bouddhisme essentiellement, il va faire construire des stupas, et il va faire tout un travail là-dessus, mais on sait qu'il va aider beaucoup de groupes religieux différents, dont les Ajivika, qui sont une secte assez mal connue, parce qu'elle a disparu au 8e, 9e siècle. Il y a peu d'études dessus, il y a eu une étude mais dans les années 50, mais malheureusement c'est un peu plus ancien. Là il y en a des plus récentes qui sont sorties, mais on les trouve en allemand plutôt qu'en français. Bon, donc cette secte-là, elle est connue à son époque, et on a un récit d'époque qui dit que les Ajivika, enfin plutôt que la mère de Ashoka, donc il a plusieurs frères et sœurs, mais la mère de Ashoka a été conseillée par un Ajivika et qui a désigné Ashoka en disant c'est lui qui sera le successeur. On sait qu'entre Ashoka et son père, il y a eu une guerre assez importante, en tout cas un temps de latence assez important. Donc on peut parfaitement penser que les Ajivika, qui sont donc une secte extrêmement ascétique, ils vivent nus, les Ajivika vivent nus, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et bien le roi leur fait un don d'endroits où ils peuvent se protéger pendant la mousson, parce que la saison des pluies en Inde, c'est la mousson,
Voilà, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, il pleut pendant plusieurs semaines de suite. Bon, et Une terre bien sèche, j'imagine, les inondations. voilà. Alors là, ils sont sur un secteur un peu plus loin. Ce qui rend cohérent les choses, c'est d'une part les inscriptions. Alors certains disent oui, mais elles ont été rajoutées. Ben, là, il faut le montrer. Voilà, il faut le démontrer. Le deuxième élément important, c'est que les grottes de Barabar, elles sont à 3 jours de marche de la capitale, de Paliputra. Voilà, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un truc isolé, dans un coin, etc. On est dans ce secteur, dans le cœur de l'Empire de Moria. Et puis, dernier élément, on a des mentions à l'époque, en dehors de ces grottes-là, des Ajivikas et des liens entre les Ajivikas et le souverain. Notamment, il y a un pilier, si je dis pas de bêtises, alors je dis de mémoire parce que j'ai un peu oublié, voilà, et qui parle de ces Ajivikas, en tout cas qui les présente. Voilà. Donc, on a pas mal de sources quand même, quoi. Voilà, on a pas mal d'éléments quand même. Voilà. Alors, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, hein, si quelqu'un trouve un élément qui dit que non, effectivement, elles ont été taillées avant et ensuite employées, ça va être difficile. Vu l'objet que c'est, pour trouver de nouvelles preuves dans un objet aussi stérile. Voilà, ça va être assez difficile. Ça va être assez difficile. Mais je trouve vraiment la réalisation assez exceptionnelle. Hein. Alors, c'est tout à fait exceptionnel, hein, c'est tout à fait exceptionnel, mais on est au IIIe siècle avant notre ère. Des constructions creusées, il y en a déjà eu beaucoup. Bien sûr, en Égypte, voilà, notamment en Perse. Et puis, encore une fois, il ne faut pas oublier, hein, l'empereur Maurya, l'empereur Ashoka, pardon, les Maurya mais l'empereur Ashoka, c'est après Alexandre le Grand. Vous voyez, c'est des niveaux quand même de technicité qui commencent à être assez importants. Je veux dire, les Grecs ont fait le Parthénon, les Perses ont fait le grand palais de Persépolis. Donc, il y a un niveau technique qui est bon. Il faut pas encore une fois oublier que ces Indiens Maurya maîtrisent parfaitement l'acier trempé. Voilà. La pierre surtout. Alors, la pierre, c'est une nouveauté. En fait, c'est une nouveauté chez les Indiens qui ont tendance à construire en bois. Et ce qui est mis en avant aujourd'hui, et notamment par Harris, donc l'archéologue qui travaille lui sur les textes Ajivika, les textes Maurya, c'est l'apport d'ouvriers ou de techniciens perses qui eux maîtrisent la pierre. Voilà. C'est un élément qui est très souvent mis en avant et sur lequel on est le consensus est à peu près d'accord, notamment parce que certaines techniques que l'on trouvait en Perse se retrouvent dans le monde indien. Vous dites que ça serait le savoir perse qui serait venu chez le roi Ashoka. Alors, c'est plein de choses différentes parce que la forme des grottes. Je vous rassure, j'ai pas fait mon Atlantide savoir, hein, c'est pas ça quoi. La forme des grottes, elle correspond à des formes qu'on retrouve dans le monde indien. En revanche, les techniques de travail de la pierre sont probablement effectivement en partie empruntées aux Perses. Est-ce que c'est des Perses qui sont venus? Est-ce qu'on a copié? C'est difficile à dire. L'hypothèse la plus souvent mise en avant, c'est plutôt que effectivement ils ont engagé des ouvriers perses pour certaines choses et puis après ils ont diffusé des savoirs. Mais on retrouve des choses qu'on retrouve en Perse effectivement. Il faut savoir par exemple que les tombeaux des rois achéménides, donc des rois avant les Mauriens, hein, c'est les achéménides entre 551 et 323, eh bien ils sont creusés dans les montagnes. Alors, pas dans du granit. Ils sont creusés dans des montagnes plutôt en calcaire, c'est plus facile, mais ils maîtrisent les creusements. Voilà. Comme les Suisses. Voilà, comme les Suisses, c'est ça, pour les tunnels. Justement, j'espère que, je sais pas, on est très peu, il y en a 25 qui m'ont dit hier qu'ils venaient ce soir, mais si Patrick Pouillard est dans mon chat, je voulais lui dire que il a une grande question qu'il dit à chacun de ses interviews, et je dis pas, c'est une question tellement, si jamais les moines de nos monastères aussi sont en toc et puis ils vivent dans des monastères monstrueux. Donc, et c'est toujours l'excuse de ces gens-là qu'on construit ça. C'est toujours... Hop, j'ai le pulse, pardon. J'ai Patrice Pouillard, ils montrent toujours des photos d'Amérique du Sud, des gens, des Incas ou des Aztèques, puis ils disent ils sont habillés comme ça, ils ont construit ça. Oui. Nos moines n'ont pas construit nos monastères habillés comme ça non plus. Voilà, c'est l'anachronisme. Hein. Ouais, exactement. Bien sûr, c'est l'anachronisme. Qui est un des gros défauts qu'on retrouve dans ces théories en général. Je parlais du terme de Zeitgeist tout à l'heure. Très souvent, ils sont anachroniques. Ils mettent en avant des choses qui notamment en termes de pensée, qui existaient à l'époque, mais qui en fait, qui existent aujourd'hui, mais qui à l'époque n'existaient pas. Bah oui, exactement. Par exemple, ils mettent souvent la notion de plan. Mais non, le plan d'architecte, c'est un truc qui arrive très tardivement. On sait,
à l'époque égyptienne, par exemple, qui font ce qu'on appelle des épures, hein, c'est-à-dire des croquis sur un morceau de céramique ou au sol, qui tracent probablement leur plan au sol avant de construire, mais ils n'arrivent pas avec des plans en papier. Non, D'abord pas parce que bien sûr. voilà, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de papier, on n'imprime pas de choses comme ça. Mais je vais vous aller plus simple. Est-ce qu'on sait à quelle année a été inventé les plombs, tout simplement? Les plans commencent à arriver, c'est-à-dire que au Moyen Âge, c'est au Moyen Âge, à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. Par exemple, les cathédrales sont construites sans plan au sens strict du terme, enfin, plan d'exécution, hein, au sens strict du terme. En revanche, et on trouve déjà ça chez les Égyptiens, on trouve des maquettes, souvent. Donc ils font des maquettes, voilà, qui donnent une idée générale. Mais ils font pas de plan d'exécution. Et le plan d'exécution, c'est quand l'architecte apparaît, et l'architecte, il apparaît 12, plutôt 13e, 14e siècle. Voilà. Imhotep était. Alors, oui, mais c'est un maître d'œuvre, c'est pas l'architecte. Des termes On a chronomisé le nom pour mettre. Absolument. Mais il est maître d'œuvre, il n'est pas architecte. Justement, je vais revenir en Égypte. Moi, est-ce qu'il y a une explication? Parce que ça me fait rire par rapport à Fémi. Ça me fait rire, non, je ne veux pas dire parce que c'est un manque de respect. J'ai trouvé Monsieur Fémi avec son histoire de moule. J'aimerais qu'il m'explique comment on fait un moule du disque de Sabou. Hein. Ouais, alors oui, non, évidemment. Même le moule, il est encore plus compliqué que la pièce. Tu ne peux pas mouler un disque de... Alors, j'aimerais savoir, ce disque de Sabou, est-ce qu'il... C'est une pièce extraordinaire. C'est vraiment une pièce extraordinaire. Aujourd'hui, on sait comment c'est fait. C'est le travail sur le schiste, on sait le faire. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Honnêtement, il faut le dire. Il y a plein d'hypothèses, mais on n'a pas une hypothèse solide en disant, voilà, on est sûr que ça sert à ça. Bon, le schiste, c'est hyper fragile, donc de toute façon, c'est de la déco. Hein. Ils n'allaient pas faire de la déco. Mais absolument. Est-ce que par hasard, moi je me suis demandé, parce qu'on oublie vite les apprentissages dans tout ça. On oublie vite qu'il y a des gens qui doivent faire des apprentissages, des tests, et ils étaient fiers de travailler pour eux. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a réussi à réaliser une pièce exceptionnelle, puis que l'empereur a été mais c'est magnifique, la pièce de fin d'apprentissage ou parce que quand on vient, mais je sais plus quelle grotte maintenant, je crois que c'est à Barabar, il y a une grotte un petit peu à l'écart avec une pierre, avec des escaliers, avec un bout de porte qui sont dans des pierres, et on voit bien que c'est un test de l'ouvrier qui essayait de faire des techniques de travail, des arrangements. Comme mes dessins, quand je dessine, des fois je fais des bouts de partie de plusieurs animaux sur un seul animal pour tester des plumes, des poils, des choses comme ça. Et je me suis toujours, il y a quand même des tests. On peut pas avoir le résultat comme montré. Et ces tests, ils sont bien quelque part. Alors, c'est possible que ce soit des tests, effectivement, mais bon, il y a deux choses. La première, c'est qu'on sait que l'apprentissage, par exemple en Égypte ancienne, il se fait très souvent de père en fils. On a des attestations comme quoi le fils vient travailler dans la tête du père et apprend. Alors, des tests, il y en a peut-être eu, ils ont peut-être été détruits, mais en revanche, qu'on retrouve assez souvent, notamment en Égypte, je reprends cet exemple de l'Égypte, on trouve des choses inachevées. Des choses qui ont commencé, qui ont été inachevées. Donc, des choses où ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Pour l'archéologue, c'est génial. Parce que ça permet de connaître les étapes intermédiaires. Voilà. Les fameux obélisques. Voilà, par exemple. Alors, lui, on sait, parce qu'a priori, c'est brisé, mais on a des petites statues qui sont restées comme ça à l'état inachevé. Parce que le gars a fait une erreur, ou la pierre s'est fendue, ou il y a plein de raisons. Bon. Et ça permet de connaître ce qu'on appelle la chaîne opératoire, c'est-à-dire toutes les étapes qui sont utilisées pour arriver à un objet final. C'est sûr que tu s'arrêtes au mieux, ça aide beaucoup. Il faudrait qu'il soit arrêté à chaque étape une fois sur chaque objet, ça serait parfait. Ce serait parfait. Alors, on a des exemples de choses qui sont, par exemple, alors c'est en c'est en céramique, en céramique latine, romaine, on a un four de ce qu'on appelle de sigillé, de céramique sigillée, c'est une céramique rouge très caractéristique du monde romain, qui s'est effondrée, et qui s'est effondrée avec les pièces à l'intérieur. Donc là, par exemple, tu vois les différentes couches. Voilà, là, c'est génial ce truc. Et ça, je conseille les gens qui sont dans le coin d'y aller. Ça s'appelle la Grove Sank. C'est au nord de Montpellier, et c'est un site génial, c'est un site extraordinaire.
Prenez note dans le chat, Vanna elle a pris note. De toute façon, Vanna elle note tout ce que vous dites, quoi. Grande fan, et depuis que vous avez dit Moyen-Âge, c'est terminé. Ouais, Moi, c'est pour ça. il y a une question sur l'Égypte. Je suis navré. Je crois en l'égyptologie, vraiment, Aziza Ouas, Marc Lemaire. Ils font des superbes recherches, les égyptologues. Je comprends Aziza Ouas qu'il en a marre de voir l'occidentaux et l'anglais venir farfouiller dans son passé. On laisse l'Égypte aux Égyptiens. Mais il y a quelque chose. Je suis navré. Moi, je trouve qu'il y a un problème. C'est ces deux fameux tuyaux qui montent depuis la chambre du roi et qui montent Ouais, ici dans la chambre. ouais. Alors, même chose, hein, on peut émettre des hypothèses, on en a plein. Euh, Est-ce qu'elles sont valables? Est-ce qu'on saura un jour? Non. Alors, Il y a des choses sur la pyramide qui restent de l'ordre de l'incertitude. Mais c'est pas parce qu'on a des petites incertitudes que ça remet tout à plat. pas, C'est non, ça, alors, attention, pas du tout. je sais Justement, bien, je sais bien. je trouve que c'était de viser les étoiles et je trouve un tout petit peu, il y a un coude en bas. Et ils connaissaient la lumière, ils savent très bien que la lumière va tout droit. Et mettre un coude à quelque chose qu'on vise, pour moi, ça ne fonctionne pas. Après, Ouais. je veux bien croire que tu as des tuyaux, on peut pas savoir, tant qu'on n'a pas l'écrit, le... Ouais. Là, on est vraiment il y a quelques éléments dans lesquels on émet des hypothèses qui sont solides en tant que telles, mais qui restent des hypothèses. Hein. Pourquoi il y a Mhm. 3 chambres? Bon, voilà, c'est concis à dire. L'hypothèse qui paraît la plus logique, c'est que ils ont commencé à faire celle du milieu, et ils en voulaient une autre plus grande, plus haut, et ils ont continué. Mais bon, En même temps, voilà, quand on mourait à 30 ans, peut-être quand on était là, on se disait on construit là, on sait jamais demain ce qui va arriver pour l'après. c'est un peu ça, c'est un Ils peu sont ça. arrivés là, on se dit bon, on fait encore celui-là. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, on sait que le règne de Khufu, c'est à peu près, au moins 27 ans, peut-être un poil plus, mais pas beaucoup. Bon, euh, pour la pyramide qui effectivement est très grande, mais qui n'est pas techniquement quelque chose qui n'est pas maîtrisé par les Égyptiens, ça reste des temps corrects. Oui, bien sûr. On a construit Dubaï en 20 ans, donc Oui, c'est ça, oui. absolument. Tu vois, on a d'autres moyens, on a d'autres, mais Il y oui, avait- oui, le cahier des charges était différent. Aujourd'hui, il bien faut qu'on sûr, aille vite, pas cher, et puis bien sûr. pas dans le temps. À l'époque, il fallait que ce soit dans le temps que ça tienne, mais 20 ans pour une construction comme ça. Et encore une fois, moi, je suis dans le bâtiment. J'aime justement, comme je vous dis, les grosses choses. J'aime les travails difficiles. Et quand je vois les reproductions des Égyptiens avec leurs petits burins qui montrent un ici, non. Et il suffit de voir nos agricoles il y a quelques années qui tapaient le foin ou bien ceux qui plantent les piquets pour les CFF. C'est un rythme de fou. Ils sont Bien quatre, ils sûr, sont fiers. bien Quand sûr, ils montent un obélisque, il y avait tout le monde. Une fois qu'il était bien dressé, sûr, c'était une fierté. Et ça, bien sûr. on n'arrive pas à imaginer ce cahier des charges que le peuple était fier de faire des Alors, constructions comme ça, quoi. Et, sans doute, et bien payé. Alors, on paye pas en argent à l'époque, on paye en nature, hein, mais bien alimenté, bien payé. Ça, attention à c'est ce que vous évident. dites. Voilà, non, mais c'est en nature, je veux dire, ça se dit comme ça, ça se dit comme ça, mais on paye En nourriture, voilà, en nourriture en sécurité. et probablement en service, et Oui. peut-être en sécurité, ça on sait pas trop. Mais on Bon, sait c'est rassurant également, d'être caché derrière un mur comme ils construisent, je veux dire, on oui, sent la oui, 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 puissance, oui. quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis le deuxième élément, c'est que on sait très bien que les Égyptiens travaillent en équipe. Là, c'est un nom, ça s'appelle les filets, c'est un nom grec, hein, c'est pas un nom Mhm. égyptien, mais on sait qu'ils travaillent en équipe. Des sources écrites qui disent voilà, la filée Intel, elle fait ça, et on sait que c'est à peu près entre une vingtaine et une quarantaine d'hommes. Donc c'est des travaux d'équipe, Mais c'est pas bien des sûr. travaux solitaires. Et ils savaient travailler en équipe sur tout ça. Et ils savaient travailler en équipe. Ils savaient travailler en Mhm. équipe et faire un certain nombre de tâches. Bon, alors encore une fois, hein, comme vous le dites, hein, tailler, déplacer, ériger un obélisque, il faut une équipe. Voilà. C'est un peu voilà. Et même Non, il y chose, a les on a Romains qui des. l'ont très bien dessiné, on voit l'équipe, quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y a combien? 1000, je crois, pour lever cet obélisque, je crois. Alors, je ne pourrais pas vous dire, mais on a effectivement certaines sources, notamment de déplacement de colosses, où on a des nombres effectivement assez importants de 500, 700 personnes qui travaillent pour des très grosses masses. Voilà. Mhm. Sachant que le travail, c'est le travail de déplacement, c'est évidemment tiré, mais pas que. Il y a plein d'autres choses.
Il y a plein d'autres choses. Il faut préparer le terrain de vent, il faut mettre de l'eau. Enfin, donc il y a tout un travail qui est coordonné. Bien sûr. Non, c'est sûr. Je vais revenir sur mes questions parce que on arrive gentiment au bout et je ne dirai jamais assez. Et quand je serai un grand professionnel des interviews, que j'aurai interviewé DiCaprio et compagnie, je reviendrai vers vous, monsieur Seydou, et je ferai un plus poussé. Là, je voulais justement pas passer pour un nul et faire plus léger. Encore une fois, sur. Elles sont très bien vos questions, c'est très bien argumenté, c'est parfait ce que vous faites, vous inquiétez pas. Super gentil, merci. Non, je voulais savoir, est-ce que, quand vous voyez ces vidéos, c'est plus frustrant ou c'est plus encourageant quand vous voyez? Est-ce que le nombre de faits de ces pseudo-archéologies vous frustre un peu ou au contraire, ça vous inspire et vous donne de l'énergie? Non, c'est frustrant. C'est frustrant. Je préférerais que ces personnes prennent le temps pour regarder des sources, pour appuyer. Ils peuvent émettre des hypothèses, hein, mais pour appuyer, regarder des sources, essayer d'interroger de manière un peu plus honnête. J'utilise le terme d'honnête parce que parfois c'est vraiment très malhonnête. Je vois presque tous parce qu'ils le savent. Alors, ils le savent plus ou moins. Ils le savent. Ouais, ils le savent peut-être plus ou moins, mais je pense qu'il faut y croire un minimum pour pouvoir faire ce qu'ils font. Je pense qu'il y a parfois des œillères assez fortes. Voilà. Pour certains, j'imagine même que il y a un côté, ils se sentent habités par ce qu'ils apportent. Et malheureusement, c'est souvent pas très solide. Jacques Grimaud, par exemple, lui, il est. Jacques Grimaud, c'est très compliqué. Je suis désolé, j'ai écouté ses conférences, hein, parce que c'était un point justement aussi. C'était pas dans mes questions ça. Mais vous savez, j'adore la révélation des pyramides aujourd'hui, parce que et comme le cas 2019, parce que j'aime débunker, la méthode de débunkage. C'est un bon exercice. C'est un bon exercice de débunkage. Oui. Mais ces films, je les regarde justement pour m'auto-satisfaire de ma connaissance. C'est très bien, c'est très positif. Oui, et je le fais justement avec Vanna, quelquefois en live, justement, des vidéos qui sortent sur YouTube. Où j'aime bien débunker parce qu'ils disent des choses assez folles. Et j'étais aussi pas mal de fois frustré, c'était pour ça cette question. Et je me suis demandé si vous aussi, c'était assez frustrant de voir autant impuissants. Alors impuissant non, parce que si on était impuissant, on n'agirait pas, et je pense qu'il faut agir. Je pense que pour une partie de ces gens, ils y croient plus ou moins, et puis ça fait partie de leur vie. C'est-à-dire, si on leur enlève ça, il y a quelque chose qui s'en vont, et donc ils changeront pas d'avis ou peu d'avis. Bon, en revanche, les gens qui écoutent et qui pourraient être séduits par ces théories-là, je pense que c'est à eux qu'on s'adresse et qu'on leur dit écoutez, vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Heureusement, on est en France, vous faites ce que vous voulez, mais juste, je vous préviens. Là, ce que dit ce monsieur, bah, c'est pas solide, c'est pas exact. Là, c'est une bêtise, voilà. Et c'est ça, pour moi, qui est important. Et je pense qu'à l'heure des réseaux sociaux, c'est important de le faire. Oui. Eh ben, je vous encourage et moi, je vais continuer à le faire, même si je suis pas expert. Mais c'est pas une question Non, voilà. Tout à fait, oui. Il faut diriger dans la bonne façon de recherche. Voilà, c'est ça. C'est une question de méthode. Voilà. Très bien. Monsieur Seydou, quels sont vos projets futurs en dehors de vos, par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des projets à partager? Pour l'instant, je travaille sur deux vidéos, une pour l'ALDA, donc l'association de debunk auquel je fais partie, et une avec William sur l'Atlantide. Voilà. Avec Daryl de ton mort, parce que lui. Alors avec Dari, on intervient notamment sur TikTok de manière un peu plus générale, et effectivement, je vais probablement participer assez vite à quelque chose avec lui. Avec Dari, moi j'aime beaucoup parce qu'on fait de la réponse immédiate. Voilà, alors on sait pas toujours, on n'est pas capable toujours de répondre, mais j'aime bien ce côté interactif où les gens vont poser des questions, parce que nous, on a nos interrogations,
en tant que chercheur, mais c'est des interrogations de chercheurs. Donc on est dans nos cercles à nous. Et moi j'adore avoir le temps, je fais ça aussi quand je guide, de pouvoir parler avec des gens et de me rendre compte qu'il y a des choses, encore une fois, que je sais parce que je l'ai appris, ou je l'ai vu, ou je l'ai fait, mais qu'est-ce qui permet de savoir que je le sais? Dans ce genre d'émissions très directes où les gens posent des questions directement, voilà, c'est exactement ça. On va pouvoir répondre à ces questions et nous aussi nous interroger là-dessus. Oui. Et voilà. Monsieur Seydou, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir et vous me réinvitez quand vous avez envie. Invitez sans doute d'abord, parce que je ne veux pas non plus accaparer les choses, mais c'est avec grand plaisir. Alors on se dit demain soir sur le sujet. Alors demain soir, je risque d'être avec Dari. C'est pas impossible que je sois avec Dari demain soir, justement. Alors, je viendrai avec plaisir sur le chat de des petits tapotages. Avec grand plaisir. Monsieur Seydou, merci pour tout, vraiment d'être venu. Je sais pas encore si je vais republier parce que j'ai un interview d'un youtubeur dans quelques jours et lui je vais faire un petit montage. Si jamais Monsieur Seydou, je republie notre interview, je publie tel quel. Hein. Bien sûr, vous faites comme vous voulez, c'est votre contenu. C'est votre contenu. Je peux monter. D'accord, j'ai coupé que les compliments que vous m'avez faits. Et je goûte à vous. Voilà, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Écoutez, si ça vous fait plaisir. Projet futur, Monsieur Seydou. Vous êtes très sympathique. C'est gentil, absolument. On va faire comme ça, absolument. Très bien. Bonne soirée à toutes. J'ai pas lu le chat, je suis désolé, je vous ai tous mis de côté. Oui, c'est très intéressant. Monsieur Seydou est une personne remarquable pour son travail et son respect. Vraiment. C'est gentil. Merci d'être venu. Bonne soirée à tous. Puis à très bientôt. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée, Alexis. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.